on commence l'enregistrement du Tech Talk et de la VOD. Et donc ce que je disais, c'est que le Tech Talk cette semaine a eu lieu le samedi. Donc il y en a qui étaient au courant, il y en a qui n'étaient pas au courant, etc. Mais comme je suis un streamer extrêmement généreux, un youtubeur extrêmement généreux, extrêmement attentionné envers ma communauté, je me suis dit que j'allais mettre la VOD du Tech Talk le dimanche à la même heure, là où était le live habituellement. Donc voilà, comme ça à 18h, ceux qui viennent pour le Tech Talk habituellement pour le live, eh ben ils auront la VOD, ils se diront « Oh merde, y a pas de live, putain !» Là ils verront qu'ils se sont trompés, que c'était samedi, que je l'avais dit, etc. Mais ils l'ont pas vu. Et ils diront « Oh, y a pas de live, oh mais il y a la VOD, c'est parfait. » Bam, pouf, pouf, pouf. Au passage, vous pouvez dire bonjour au chat YouTube, enfin, le chat Twitch, vous pouvez dire bonjour à YouTube. Parce que là ça record, donc vous pouvez leur dire bonjour. Hein. YouTube aime toujours qu'on prenne soin d'eux. Les viewers sur YouTube sont très sentimentales par rapport au live. Ils aiment qu'on les salue et tout, etc., etc. Bref. Alors, Twitch c'est de la mauvaise qualité. Non, Twitch c'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. Voilà, donc dites bonjour à YouTube. Plop, 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 plop. Alors. Ah, moi j'ai une coupe de cheveux, mon dieu, c'est un petit peu... c'est un petit peu chaotique, hein. J'aime beaucoup. Salut pauvre youtubeur qui a raté le live. Alors oui, je vais également préciser que aujourd'hui, on est samedi, c'est exceptionnel que je fasse le Tech Talk un samedi, c'est juste que demain dimanche, je ne peux pas, et en plus, je le fais sur Twitch, parce que YouTube a des problèmes au niveau de la connexion et du streaming, et je ne peux pas envoyer mon flux à YouTube, ça vient pas de moi, c'est YouTube ne veut pas recevoir ce que je lui envoie, voilà. Est-ce que c'est normal que le son soit assez faible? Alors oui, je peux essayer de l'augmenter un petit peu si vous voulez, genre un petit peu comme ça, et puis je peux mettre un autre gain si vous voulez sur mon petit micro. Hop là, on va faire un petit filtre. Gain. Je vais mettre un petit gain comme ça, tac. Ouais, un petit gain comme ça sur le micro. Comme ça sera peut-être un petit peu mieux pour vous. Est-ce qu'au niveau du son, vous préférez là, comme ça, avec un petit gain? Un petit gain comme ça, vous entendez un petit peu mieux. Coupe à la Trump. Tu es un homme blanc hétéro. Genre privilégié. Oui, le son est faible. Donc là, ça devrait un petit peu aller un petit peu mieux au niveau du son. On a rajouté un petit gain. On a rajouté un gain quand même pas mal. Là on a rajouté un gros gain. Un gros gain. De toute façon, au niveau du son, je le retouche après pour la VOD. Bref. Là n'est pas la question. Les amis, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. C'est l'heure du Tech Talk. C'est l'heure du Tech. J'allais dire c'est l'heure du duel. Mais en fait, non, c'est l'heure du Tech Talk. Bref. C'était petit hommage à Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui connaissent, TMTC, OKLM, TRQL. C'est quoi ton casque? Mon casque, c'est un Audio-Technica M40X. Alors, on va parler téléphone, on va parler hardware essentiellement AMD, donc AMD Ryzen et Nvidia. Ensuite, on va avoir des news, pas mal de news sur le jeu vidéo à la fin. On va essayer d'aller assez vite parce que j'ai quand même beaucoup de news et j'aimerais pas que le Tech Talk dure trop longtemps. C'est pas Jules qui a fait ça, non, c'est Yu-Gi-Oh! J'ai pas envie que le Tech Talk dure une éternité, donc on va quand même aller assez vite, on va commencer tout de suite. YouTube est plus cassé. Ah bon? YouTube n'est plus cassé, c'est pas possible. YouTube c'est toujours cassé. YouTube c'est tout le temps cassé. Je check vite fait, mais je pense que YouTube est encore cassé de mon côté, hein. Qu'on se le dise. Oui, YouTube est toujours cassé de mon côté, hein. Bon bref, au pire c'est pas grave, on est toujours sur Twitch. Allez, c'est parti, on commence avec un Samsung Galaxy Note 4 qui a explosé. Le problème c'est pas qu'il a explosé, parce que ça on est habitué avec Samsung, hein. Samsung ça explose. C'est une marque qui marche du feu de Dieu, comme on peut dire. Quel jeu de mots merdique. Bref, donc on était habitué, si on peut le dire, que le Note 7 explosait, hein. Ça a été la grosse, pas révélation, mais grosso modo, là où il y a eu le plus d'explosion du côté de Samsung, c'était avec le nouveau Note 7 qu'ils avaient sorti, et qui du coup, ils ont même enlevé de la circulation. Là, du coup, c'est un truc un peu moins attendu, c'est que c'est un Note 4, donc un Galaxy Note 4, donc toujours la série des Galaxy Note, mais cette fois-ci un vieux modèle, un modèle qui a un peu plus de 2 ans, qui a aussi explosé. Alors, c'était déjà arrivé, mais ça avait jamais été très grave. Là, le problème, c'est que ça a blessé quelqu'un, mais genre blessé sévèrement quelqu'un, quoi.
Donc ouais, Samsung devrait se reconvertir hein, en fournisseur pour l'armée, fournisseur de grenades aléatoires. C'est-à-dire que tu vends un petit peu des téléphones piégés aux ennemis, puis bam, tu vois, ils explosent à leur gueule, tu vois. C'est quand même un bon deal. Non, mais là c'est quand même problématique parce que c'est la première fois que ça arrive, je pense, enfin, que ça arrive à ce niveau-là. C'est que là il y a quand même une blessure qui est assez grave. C'est une petite fille de 5 ans qui s'est fait brûler, je pense, la moitié de la face et pas mal ses mains, etc. à cause de cette explosion. En gros, ça s'est passé en Chine. Donc la fille dormait avec sa mère. Elles étaient tous les deux dans le lit. Elles se sont couchées super tôt, etc. Le téléphone était en train de charger sur la table de nuit à côté de la petite fille, qui dormait de l'autre côté du lit par rapport à sa mère. Et le téléphone, vers 4 heures du mat, a explosé et ça a brûlé sévèrement. Donc la jeune fille, tout au visage et sur les mains. À l'heure actuelle, elle peut difficilement parler, elle peut quasiment rien manger, et il est possible que ça lui laisse des cicatrices à vie, qu'elle soit défigurée à vie en fait à cause de ces brûlures. Voilà. Donc voilà, vous avez l'image ici. C'est pas très plaisant à voir, je vous avouerai. C'est pas très joli. Donc sachant qu'en plus, ouais, bon, vous avez ici l'image du téléphone en question qui a vraiment, vraiment, littéralement, mais bien, bien explosé. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas cool. Samsung est au courant. Je pense qu'ils étaient les premiers au courant, limite. Hein. Le magasin a directement appelé Samsung. Le magasin où le téléphone avait été acheté a directement appelé Samsung. Samsung est au courant. Et c'est assez tendu pour eux parce que il n'y a jamais d'explosion qui avait vraiment causé de blessure à un humain. Je veux dire, il y avait une explosion un jour du Note 7 qui avait fait flamber une voiture, etc. Mais personne n'était mort. Tu sais, c'était genre, il n'y avait pas eu vraiment de grosses blessures graves. Là, c'est, je pense, un des premiers cas de blessures graves. Et c'est quand même assez problématique d'un point de vue pour Samsung parce que genre, ils ont, ça les met dans la merde et c'est vraiment dur pour eux de d'arriver à dealer avec ça, c'est-à-dire de genre qu'est-ce qu'ils vont faire quoi, genre eux, ils pourraient très bien les poursuivre en justice et gagner contre Samsung. Samsung, ils ont beau s'excuser, ils ont beau donner des sous, etc. Ça changera pas forcément le fait que la fille va être défigurée à vie à cause d'un de leurs produits, qui est un téléphone qui est pas censé être dangereux pour la santé. Bref. Et en plus de ça, imagine-toi, la fille, t'as 5 ans, et t'as un téléphone qui t'explose à la gueule et qui te brûle. Je veux dire, déjà, à mon avis, si t'es adulte, ça te choque. Alors quand t'as 5 ans, tu dois être clairement encore plus choqué, quoi. Genre, vraiment, à mon avis, genre, en plus de la blessure physique, bah, t'as un traumatisme énorme parce que t'es une enfant et que t'as un truc qui t'a brûlé la moitié de la face, quoi. Bref, donc je sais pas exactement comment ils vont faire pour répondre à ça, pour empêcher ça dans le futur, parce que là, il faut vraiment qu'ils travaillent pour empêcher ça. Ils vont peut-être mettre en place des nouvelles normes de sécurité, peut-être en place des nouveaux tests, tester beaucoup plus les téléphones, etc., plus en profondeur. Ils vont être obligés, ça se trouve. Mais il faudrait vraiment qu'ils y pensent pour que un truc comme ça ne se reproduise jamais. Vraiment jamais, quoi. Mis à part si toi, tu fous le feu à ton téléphone, mais genre, c'est pas normal. Bon, je sais, je commence, on plombe directement l'ambiance du Tech Talk. Désolé, désolé. On va passer. Argent. La santé vaut mieux que l'argent. Vous êtes chinois. Ah oui, c'est pas grave. Vous êtes vraiment horrible. Encore un truc qui explose devant toi, t'es juste en PLS, tu réfléchis pas. Bah tu sais, il y en a qui disent il faut qu'ils portent plainte, etc. Voilà. Je pense que tu sais, ils ont même pas besoin de porter plainte. Je pense que Samsung, d'un point de vue éthique et d'un point de vue logique, ils ont même pas besoin de porter plainte pour que Samsung fasse des actions et leur donne de l'argent et paye les opérations de la fille, etc., etc. Si Samsung le fait pas, oui, ils peuvent porter plainte et ils gagneront. Mais je pense que si Samsung le fait pas, tout le monde les prendrait pour des gros enculés de fils de pute, de bâtards de sa race. Donc Samsung a tout intérêt à le faire sans même que la famille porte plainte. Tu sais, c'est genre Samsung. Pour moi, Samsung devait genre prendre les devants et dire on va couvrir toutes les opérations, tous les soins, tous les trucs de votre fille, sans même que la famille ait demandé quelque chose. C'est-à-dire genre que Samsung, ce soit Samsung qui vienne vers eux en personne, limite qu'ils les rencontrent et qui viennent leur expliquer ce qu'ils vont faire, etc., qui leur offrent des sous en plus, etc. Enfin bref, des dédommagements et tout et tout. Bref, tu vois. Je pense que ça serait le smart move. En mode genre on est vraiment désolé et on essaie vraiment de faire quelque chose pour vous, quoi. Genre on fait pas nos bâtards en essayant de se cacher, quoi. Bref, en attendant, le Nokia 3310, on en avait parlé, il a été annoncé. Voilà la gueule du Nokia 3310. Bon, qu'on se le dise, forcément, ils l'ont remis au goût du jour.
Personnellement, je le trouve un petit peu dégueulasse, il est pas très beau. On va dire que hein, les goûts et les couleurs, ça varie en fonction de tout à chacun. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il sera moins résistant que le 3310 original, ce qui est quand même un petit problème. Enfin, un petit problème, ce qui est quand même dommage. Par contre, apparemment, il a une popularité exemplaire, parce qu'il bat tous les autres téléphones en termes de précommande à l'heure actuelle, je pense. Enfin, je crois, c'est ça. Je crois qu'en ce moment, voilà, c'est genre, il y a des demandes qui sont plus hautes que pour le LG G6 ou que le Sony Xperia ZX Premium, qui sont les nouveaux téléphones qui ont été annoncés par LG et par Sony lors du World Congress Mobile. World Mobile Congress, WMC. Donc en gros, il y a une énorme demande pour le 3310 à l'heure actuelle, genre ça explose tout. Voilà, voilà. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont l'acheter. On dirait un suppositoire. On est d'accord, il est pas beau. Vous êtes d'accord avec moi, il est dégueulasse. Ok, non, je suis pas tout seul. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques et qui veulent le racheter. Même je suis sûr, il y en a, ils veulent le racheter juste pour l'avoir. Genre, ils vont même pas s'en servir, mais juste pour l'avoir. J'ose pour se dire, genre, oh, j'ai un Nokia 3310. Voilà. T'as déjà vu un suppositoire? Non, ok, ça ressemble pas tout à fait à un suppositoire. Non, mais il est un peu moche. Les formes arrondies, c'est pas trop mon kiff généralement. Bref. On va passer sur du AMD. Et là, vous êtes en mode PLS aussi. Genre un peu comme Intel. Non, Intel n'est pas tant en PLS que ça, on en parlera un petit peu plus après. Donc, il y a un Ryzen avec 4 cœurs qui a été benchmarké contre un Intel i7 7700K. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ryzen se décline en Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Ce qui est sorti à l'heure actuelle, c'est Ryzen 7. Ryzen 7, c'est du 8 cœurs, 16 cœurs logiques. Donc 8 cœurs physiques, 16 cœurs logiques. Donc c'est très difficile de comparer un truc qui a 8 cœurs face à un i7 7700. Les i7 mainstream, donc les 6700K, 7700K, qui ont 4 cœurs avec hyperthreading, donc 4 cœurs physiques, 8 cœurs logiques, bah tu peux difficilement les comparer à un processeur Ryzen qui a 8 cœurs et 16 fils de calcul. Du coup, ils les comparaient généralement aux gammes un petit peu plus professionnelles, donc le 6800K, le 6900K, le 6950X, etc., qui eux ont 6 cœurs, 8 cœurs et 10 cœurs. Voilà, on parlera de ces performances-là un peu après. Mais du coup, pour comparer vraiment le Ryzen 5, donc ce que va donner Ryzen 5, ce sera les pros qui auront 4 cœurs physiques et 8 cœurs logiques. Bah du coup, un mec a pris un Ryzen 7 1800X, donc le haut de gamme de Ryzen, et grâce à des petits tweaks dans le BIOS, il a désactivé 4 des cœurs physiques. Du coup, il n'y a plus que 4 cœurs physiques et 8 cœurs logiques. Et il a également viré la quantité de cache qui était pas dans les Ryzen 5, c'est-à-dire que on connaît les spécifications de Ryzen 5. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un Ryzen 7 et il a désactivé des trucs dans le BIOS pour que ce Ryzen 7 ait exactement les mêmes caractéristiques que les Ryzen 5 qui vont sortir. Et ensuite, il l'a comparé à un i7 7700K pour faire une comparaison un petit peu plus... comparer des pommes avec des pommes, quoi. Genre, comparer un truc qui a 4 cœurs avec un truc qui a 4 cœurs. Donc, en gros, les deux trucs tournent à 4 GHz, grosso modo, avec 4 cœurs logiques. Et 8 cœurs logiques, 4 cœurs physiques. Et voilà un petit peu les performances. Donc là, on a des performances sur 3D Mark. Donc en ultra, ça c'est le score en ultra. Ça c'est le score graphique, le score physique et le score combiné. Et ensuite, donc attendez, on va quand même. Ça c'est que des benchmarks synthétiques, mais comme vous le voyez, le Ryzen est légèrement en dessous de l'i7 7700. Quand on prend le graphic score et même le combine, on est par exemple à 2100, 21 362, là on est à 24 550, etc. sur Skydiver. À chaque fois on est légèrement en dessous sur TimeSpy, qui est sur du DirectX 12, donc tous les autres tests là sont du DirectX 11, et sur DirectX 11, l'i7 est légèrement en avance. Sur le TimeSpy, le gap est vraiment très léger, genre c'est là où il y a le moins de différence. C'est là où le Ryzen est presque au même niveau que l'Intel. Il le dépasse même sur le score graphique. Ou ouais, non, il le dépasse de 200 points. WinRAR en, comme vous pouvez le voir, là le Ryzen est quand même pas mal en dessous.
Au niveau de la mémoire, on est quasiment au même truc. Pareil au niveau du CPU benchmark sur AIDA. Et sur Nbreak, qui est de l'encodage vidéo, ça se vaut. À 10 secondes près, on a quasiment les mêmes résultats. En jeu, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en average, généralement, le i7 est un peu au-dessus. Donc par exemple sur Battlefield 1 en 1080p, en average, le i7 est au-dessus. Mais par contre, le nombre max d'FPS, le Ryzen est au-dessus. Et c'est une tendance qui se retrouve un peu partout. Sur GTA V, l'i7 a encore l'avantage. Pareil en 1080p. Far Cry Primal, toujours l'avantage à l'i7. Grosso modo, l'i7 a légèrement l'avantage par rapport au Ryzen 5 simulé pour l'instant. Le seul truc qu'il faut prendre en compte, et qui est précisé dans l'article, que j'ai oublié de préciser, mais que je précise maintenant justement pour vous le rappeler, c'est que les Ryzen R5 vont coûter 200$. Donc 200$, ça fait 250€. C'est grosso modo le prix des i5 actuels. Sauf que là, ils l'ont comparé à un i7 qui lui vaut 350€, 380€. Donc grosso modo, vous avez des performances qui sont genre, allez, 5% inférieures à l'i7 avec le Ryzen 5 qui a été simulé, d'accord, mais on peut s'attendre à des performances similaires avec ce qui va sortir, pour quand même quasiment 120, 130$ de moins. Donc 100€, 120€ de moins. Donc c'est quand même pas dégueu. C'est là qu'AMD a fait très fort, c'est qu'ils ont réussi à donner des processeurs et des performances pour beaucoup moins cher. C'est-à-dire que pour moi, les R7, les Ryzen R7 qui sortent à l'heure actuelle, sont l'équivalent des i7. Vraiment, c'est l'équivalent des i7. Pour les tâches, c'est l'équivalent des i7. C'est-à-dire que je ne prendrais pas un Ryzen 7 pour jouer. Genre, si je faisais que du jeu vidéo, je le prendrais pas. Je prendrais plutôt les futurs R5, qui me donneront les performances d'un i7, comme vous pouvez le voir ici, mais au prix d'un i5. Et qui seront bien pour le jeu parce qu'ils auront que 4 cœurs et que les jeux supportent mal quand il y a trop de cœurs. C'est-à-dire qu'un jeu va très mal utiliser un très grand nombre de cœurs. C'est-à-dire que si ton pros a 8 cœurs, le jeu va utiliser 4 cœurs, mais il aura beaucoup de mal à utiliser les 4 autres cœurs. Sauf s'il est très bien optimisé, qu'il est très bien codé et que ça tourne sous DirectX 12, etc., etc., etc. Non, il y a des R5 qui ont 4 cœurs. Tous les R5 n'ont pas 6 cœurs. Tous les R5 n'ont pas 6 cœurs. Ryzen 5, il y en a un qui a 6 cœurs ou deux qui ont 6 cœurs, mais il y en a aussi qui ont 4 cœurs. Bref, en attendant. Tout ça pour vous dire que, par exemple, pour jouer, moi j'attendrais de prendre les R5, parce qu'ils vont être au prix des i5 et ils vont avoir des performances de i7. Et en jeu, ça s'équivaut également à peu près pareil, pour 200$. On va ensuite parler d'autres problèmes. Par contre, là, on va parler de problèmes par rapport à AMD un petit peu. Donc, il semblerait que il y ait un espèce de... comment ça s'appelle ? Le planificateur de tâches de Windows 10 qui affecte les performances de Ryzen d'un point en négatif, grosso modo, qui affecte négativement les performances de Ryzen. Grosso modo. Alors, en gros, le truc qui s'appelle le Windows 10 Scheduler, donc c'est le planificateur de tâches de Windows 10, c'est celui qui va dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Il va dire à chaque cœur, à chaque fil de calcul, il va lui dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Donc le problème, c'est que du fait de l'architecture de Zen et de l'architecture d'Intel, qui sont quand même un petit peu similaires, mais Zen fonctionne comme cela, c'est-à-dire que vous avez un cœur principal. Votre cœur physique est votre cœur principal. Et lui fonctionne à plein régime. À côté de ça, vous avez ce qui s'appelle une file auxiliaire. Donc qui est votre cœur logique en fait. Donc chaque cœur physique a un cœur logique associé. C'est pour ça qu'il y a du dédoublement de cœur. Donc ce cœur logique permet de faire passer un peu plus d'informations et de traiter un peu plus de données, etc. et de faire un peu plus de calculs. Donc, la file de calcul principale sert celle du cœur physique. C'est, en gros, elle est utilisée à son maximum de performance et son maximum de puissance. C'est-à-dire que ils mettent le maximum d'instructions par seconde, enfin par clock, donc par cycle d'horloge, à travers ce cœur physique, donc le vrai cœur. Donc pour avoir le maximum de performance. La file de calcul additionnelle, elle, ça dépend en fait. Grosso modo, dépendamment
de ce qui est disponible, elle va utiliser plus ou moins de ressources et être plus ou moins efficace. Intel, ça marche à peu près pareil. Grosso modo, c'est... Je dis toujours grosso modo, je sais, mais on part du principe que c'est pour ça qu'on dit toujours qu'un cœur logique ne vaut pas un cœur physique. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez 8 cœurs physiques et 16 cœurs logiques que vous avez les performances de 16 cœurs logiques. Un cœur physique sera toujours plus puissant qu'un cœur logique. Et c'est pareil sur Intel. Donc en gros, les cœurs logiques sont un petit peu moins puissants. Les files logiques sont un petit peu moins puissantes. Et apparemment, donc, le planificateur de tâches de Windows 10 l'identifie correctement du côté de Intel. C'est-à-dire qu'il sait que les files qui ne sont pas les cœurs principaux sont un petit peu moins performantes. Ces files-là. Donc du coup, il ne charge pas à fond ces files-là. C'est-à-dire qu'il charge en principal, il charge au maximum les files principales de calcul, celles sur les cœurs physiques, mais il sait que les autres files de calcul sont des cœurs logiques et du coup sont un petit peu moins performantes. Du coup, il adapte sa planification des tâches en fonction de ça. Tac. Donc, and schedule task in a way that takes advantage of the additional throughput without negatively impacting performance. Donc, en gros, il schedule les tâches pour pas que ça impacte les performances et que ça crée des bottlenecks au niveau de ces cœurs logiques. Parce que si tu demandes trop de trucs aux cœurs logiques, vu que eux, ils ont seulement accès à une partie des ressources, bah, si tu les charges trop, bah ça va aller bottleneck parce que eux ils vont avoir trop de travail à faire et ils vont ralentir le cœur physique qui est à côté, grosso modo. Et ça, du côté de Intel, Windows le prend bien en compte, mais apparemment, du côté de Ryzen, Windows 10 le prendrait pas en compte. Et du coup, ça créerait un petit bottleneck sur les cœurs logiques qui impacterait légèrement les performances des processeurs. Voilà. En gros, Windows 10 considère qu'il y a 16 cœurs physiques sur les processeurs Ryzen, que c'est tous des cœurs qui sont tous égaux en performance, etc. Et du coup, ils priorisent pas au niveau de la planification des tâches, il n'y a aucune prioritisation qui est faite sur fais cette tâche en premier, etc. Toi, fais cette tâche. Ce qui est un petit peu problématique et ce qui impacte négativement les performances. Je sais que c'est hyper technique et que c'est hyper compliqué, que vous avez certainement rien bité à tout ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et en attendant, ça n'arrive que sur Windows 10. Voilà, ça n'arrive que sur Windows 10. Donc, en attendant, apparemment ce même problème identifie mal la quantité de cache par fil de calcul. Donc apparemment il pense qu'il y a 136 MO de cache au total. Au niveau des, en gros, il identifie mal la quantité de cache totale et il additionne les quantités de cache L2 et L3 pour chaque fil de calcul, ce qui fait qu'il pense qu'il y a beaucoup de cache alors que non. En fait, il y a 20 MO de cache L2 plus L3 en combiné et Windows 10 pense, enfin le planificateur de tâches pense qu'il y en a 136. Donc grosso modo, c'est un petit problème, ça impacte légèrement les performances en termes négatifs, c'est-à-dire que normalement ça devrait tourner un petit peu plus vite. Et pour l'instant, Windows 10 travaille là-dessus pour résoudre ce problème et que le planificateur de tâches fasse bien son travail et qu'il n'y ait plus ce défaut, grosso modo. Bon, par contre, il y a un autre problème. Si, carrément, j'ai tout compris, t'inquiète. Ok. Il y a un autre problème. Donc là, on parlait d'un problème de Windows, du planificateur des tâches de Windows qui impactait négativement les performances de Ryzen. Maintenant, il y a un autre problème qui impacte les performances de Ryzen dans l'autre sens. C'est-à-dire qui augmente les scores de Ryzen au niveau des benchmarks artificiellement. Et c'est encore un bug de Windows. Comme quoi, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'OS. Donc en gros, un truc qui s'appelle le HPET, High Precision Event Timer. Donc en gros, c'est un timer hardware. C'est un truc qui donne, c'est comme une horloge qui donne un tempo, grosso modo. Donc, cette horloge qui donne un tempo définit pas mal de choses, surtout au niveau des benchmarks, parce que les benchmarks, le score des benchmarks dépend du temps que le benchmark a mis à s'exécuter. Et quand l'horloge interne du truc qui régit le clock est mal réglé, bah du coup le score du benchmark est faussé. Parce que si ton horloge tourne trop lentement, bah pour lui ton benchmark s'est exécuté plus rapidement, grosso modo. Tu sais, plutôt que de faire 1, 2, 3, 4, 5, puis là genre ça s'arrête parce que t'as fini à 5 et t'as un score de 5,
imagine toi dans le même laps de temps, bah tu fais 1, 2, 3, puis là t'as fini. Parce qu'en fait t'es arrivé aux 5 secondes. Mais t'as fini à 3. Bah comme pour lui t'as fini à 3, bah t'auras un score de 3 qui est mieux que le score de 5. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez un peu le truc? En gros, ce qui se passe, je vais vous lire l'article parce que c'est quand même assez compliqué. En gros, Windows et les systèmes d'exploitation actuels utilisent donc le High Precision Event Timer pour différents trucs. Comme c'est un truc qui est programmable, ça délivre une interruption précise après une certaine quantité de temps qui s'est passé. Par exemple, une interruption, ça utilise un cycle du CPU, ça utilise un cycle de calcul du CPU. Et la priorité, c'est de garder ce cycle de CPU au minimum, c'est-à-dire de faire le moins de cycles de CPU possible. Il donne un petit exemple. Si par exemple, Windows sait qu'une application va demander un wake-up, donc un réveil à un système en 66 millisecondes, ça peut programmer le High Precision Event Timer pour se trigger après les 66 millisecondes. C'est-à-dire que l'application va mettre 66 millisecondes à démarrer, et du coup le High Precision Timer va se réveiller après les 66 millisecondes. Ce qui est apparemment plus efficace que de déclencher un cycle de CPU toutes les 10 ou 15 millisecondes, et qui peut être et que ce cycle de CPU soit inutilisé parce que l'application est en train de se réveiller et que du coup tu as fait tourner ton CPU, t'as utilisé des cycles de CPU pendant 10-15 millisecondes. Donc si t'en fais un toutes les 10-15 millisecondes, que ça met 66 millisecondes à s'ouvrir, t'en as utilisé grosso modo 4 ou 5 pour rien. Et en gros, ce truc peut être désactivé. Le High Precision Event Timer peut être désactivé. Et le problème, c'est que quand il est désactivé... En gros, je vous lis le truc. Le problème a été repéré par un mec qui s'appelle Klasdon sur le forum de Linus Tech Tips. Et en gros, si vous désactivez ce High Precision Event Timer, et que Windows va en sleep mode, donc si votre Windows va en hibernation, votre PC va en hibernation, et qu'après vous le réveillez, eh bien, le timer du système, qui est plus lié du coup au High Precision Event Timer, parce que ça a été désactivé, là c'est l'horloge interne du système, tourne plus lentement. C'est ça que je vous disais. Et donc, pour Windows, le temps s'est ralenti. Ce qui est quand même problématique. Mais seulement pour Windows, le temps s'est ralenti. Et le truc, c'est que apparemment, ça ralentit considérablement le temps, même si c'est assez difficile à juger. Et ce qui est assez problématique, c'est que comme je vous le disais, les benchmarks dépendent des temps. Et du coup, plus un calcul est complété rapidement, plus vous avez un score qui est élevé. Et du coup, si pour Windows, le temps s'écoule plus lentement, bah forcément, vous allez mettre moins de temps à effectuer le benchmark. Et du coup, le score va être plus élevé. Et donc du coup, c'est juste l'horloge de Windows qui ralentit quand le High Precision Event Timer est off. Et ça, je pense que de base, il est à on. Mais du coup, il se peut qu'il y ait certains benchmarks sur Ryzen qui soient un petit peu faussés, parce que du coup, on ne sait pas si les mecs qui ont fait les tests... Ah non, c'est bon, j'ai compris. Si les mecs qui ont fait les tests avaient désactivé leur High Precision Event Timer, et si leur ordi a été en sleep mode, etc. Donc en gros... c'est possible que certains des tests que vous ayez vus soient légèrement faussés, mais il y a quand même pas forcément beaucoup de chances que ça se soit passé comme ça, mais c'est possible que ce soit passé. Voilà. Donc pour l'instant, il se peut que certains benchmarks de Ryzen soient un petit peu trop élevés, mais j'en doute. En gros, l'important c'est pas que le High Precision Event Timer soit on ou off, ça change pas grand chose. C'est surtout, est-ce que s'il est off, s'il est désactivé, votre ordi doit pas être mis en hibernation parce que sinon, le temps ralentit une fois que vous le réveillez, grosso modo. Bon, plein de problèmes, bon bref, voilà. On va également parler des performances de Ryzen par rapport aux jeux.
Donc vous avez certainement vu que grosso modo Ryzen performe très très bien, donc il marche très très bien pour tout ce qui est calcul, pour tout ce qui est rendu vidéo, pour tout ce qui est compression, pour tout ce qui est encodage, etc. Pour tout ce qui est rendu 3D, simulation et tout, il marche très très bien et généralement ça bat les processeurs Intel pour 2 fois moins cher. Grosso modo, vous avez les performances d'un 6900K pour 450$, alors que le 6900K coûte 900$. Le problème, c'est qu'en jeu, apparemment, les benchmarks de Ryzen 7 sont un petit peu moins convaincants et il y a un petit peu moins de performance par rapport aux processeurs Intel. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est que ça m'étonne pas du tout. De 1, parce que Ryzen 7, donc tous les processeurs Ryzen 7 ont 8 cœurs. 8 cœurs plus hyperthreading. Ce qui veut dire... Enfin, je sais pas ce qu'il veut dire, c'est que... Et les jeux gèrent très mal les très hauts nombres de cœurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que même parfois, vous allez voir un i7 7700K battre un 6900K sur les jeux. Parce que le 7700K a 4 cœurs avec hyperthreading, alors que le 6900 en a 6 ou 8, je sais plus, avec hyperthreading. Enfin bref, il a beaucoup plus de cœurs. Et les jeux vidéo gèrent mal quand il y a trop de cœurs. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à utiliser vraiment toute la puissance. Enfin bref. C'est mal optimisé pour un très grand nombre de cœurs. Les jeux tournent le mieux avec 4 cœurs, grosso modo. 2 ou 4 cœurs, c'est là où les jeux tournent le mieux. C'est pour ça que même au sein d'Intel, parfois vous pouvez voir des 7700K battre des processeurs plus haut de gamme dans les jeux vidéo. Et c'est pour ça que moi je dis Ryzen 7, qui a beaucoup de cœurs, c'est pas vraiment fait pour jouer à des jeux vidéo. J'achèterais pas ça pour jouer à des jeux. C'est sûr que si jamais vous prévoyez d'acheter un i7 pour jouer parce que vous êtes fortuné, parce que vous avez plein de thunes, et puis que, enfin bref, pour une raison X ou Y, généralement je sais que moi je conseille toujours des i5 pour jouer, mais si jamais vous voulez acheter un i7 pour le jeu, bah du coup vous pouvez acheter un Ryzen. Parce que ça sera quand même moins cher qu'un i7. Et puis vous aurez des performances un peu plus élevées dans d'autres tâches que du jeu vidéo. Mais de base, je conseillerais pas du tout Ryzen 7 pour du jeu vidéo parce que pour moi, c'est le même truc, c'est la même question que est-ce que tu as besoin d'un i7 ? Tu fais que du jeu vidéo ? T'as pas besoin d'un i7. Voilà. Bah, c'est la même question avec Ryzen 7. Est-ce que tu fais que du jeu vidéo ? Oui, bah t'as pas forcément besoin d'acheter un Ryzen 7. Achète un Ryzen 5. Attends Ryzen 5 et achète un Ryzen 5. Ils seront beaucoup moins chers. Ils seront au prix des i5, voire même un petit peu moins, et auront les performances d'un i7. Donc grosso modo, tu auras des bien meilleures performances pour moins cher. Ça sert à rien que tu ailles payer 400€ pour un truc qui va tourner aussi bien en jeu qu'un Ryzen 5. Mais qui tournera... Bon, ok, le Ryzen 7, pour moi, il est fait du coup pour tout ce qui est encodage, pour des tâches professionnelles, pour de la simulation, si vous faites beaucoup de conception 3D, si vous faites beaucoup de simulation fluide, etc. Bref... C'est une utilisation qui est plus vraiment comme celle qu'on ferait dans un i7 professionnel, grosso modo, les Ryzen 7. Et c'est un peu ce qui est dit ici. C'est Ryzen 7, c'est bon pour le rendu, la compression, l'encodage, le multimédia. Par contre, pour le jeu, les i7 sont meilleurs. Voilà. Mais tu sais, nous avons tous des problèmes de cœur. Au calme. Non mais du coup voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à Ryzen, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que ouais les performances en jeu vidéo sont pas là, Ryzen c'est de la merde, en jeu c'est moins puissant que certains i7, etc. Je leur dirais mais les mecs calmez-vous, tu sais genre pour moi Ryzen 7 c'est pas forcément fait pour jouer, pour moi c'est fait pour faire autre chose, pour faire des trucs un peu plus demandants d'un point de vue calcul. Après il faut savoir que là où les Ryzen 7 sont le meilleur en jeu, c'est quand vous allez taper dans les hautes résolutions. Parce qu'en gros, dans les basses résolutions, en 1080p, bah, le Ryzen 7 va généralement un petit peu bottleneck la carte graphique et c'est pour ça que les performances sont moins bonnes. Quand vous allez en 4K, comme là c'est beaucoup plus demandant d'un point de vue calcul graphique et que c'est votre carte qui est en PLS, votre carte graphique, bah, vous aurez les mêmes performances avec un Ryzen 7 qu'avec un i7 ou avec un i5 quand vous êtes en 4K ou en 1440p. Voilà. Bref. Et également, du côté d'AMD, ils disent que pour l'instant, les jeux sont surtout optimisés pour l'architecture Intel et que du coup, c'est aussi pour ça que ça impacte un petit peu les performances du côté de Ryzen, mais que les développeurs vont commencer à travailler sur l'optimisation des jeux pour l'architecture Zen, parce qu'elle est quand même légèrement différente de celle d'Intel. Ensuite, donc voilà, c'est ça. Là, c'est ce que je viens de vous dire. C'est que AMD dit que, grosso modo, AMD met en avant le manque d'optimisation des jeux par les développeurs pour l'architecture Zen, indiquant que ceux-ci sont avant tout pensés et compilés pour les processeurs Intel. Et ce qu'ils disent, c'est que c'est une excuse qui n'est pas tout à fait bidon, c'est que
Zen repose sur des blocs de 4 cœurs modulables, donc à souhait, qui communiquent entre eux via un bus. Donc c'est-à-dire que vous avez 4 cœurs physiques, un petit bloc, et de l'autre côté vous avez 4 cœurs physiques, un autre bloc, et puis les deux communiquent avec un petit bus. Et la bande passante de ce bus pourrait être un bottleneck, et c'est elle qui pourrait poser des problèmes au niveau de la communication, et puis limiter un petit peu les performances pour le jeu. Et du coup, il faut s'assurer que les instructions et que les exécutions restent dans le même bloc. C'est-à-dire que si s'il y a un petit bottleneck au niveau de la bande passante du bus entre les deux blocs de 4 cœurs, bah du coup, autant faire en sorte que toutes les exécutions et tous les calculs se passent sur le même module. Comme ça, vous n'utilisez pas la bande passante et le petit bus, et comme ça, vous n'avez pas de bottleneck. Mais pour l'instant, apparemment, ça, les jeux et les développeurs ne le prennent pas forcément en compte, et il faut qu'ils le fassent. Donc il y a Ashes of the Singularity et les franchises de Total War qui vont commencer à travailler plus sérieusement là-dessus pour l'instant, mais je pense qu'il y a d'autres compagnies de jeux vidéo qui vont se mettre à travailler sur l'architecture Zen plus en détail. On parle de Zen, mais on va parler également de Zen Plus ou Zen 2. Donc Zen 2 qui va arriver, pas prochainement, mais qui va arriver bien évidemment après Zen. AMD travaille déjà là-dessus. Ils travaillent déjà sur les prochains processeurs Zen qui devraient porter la dénomination AMD genre Ryzen 2000 et quelques, quelque chose comme ça. Là on est à 1600, 1500, 1800. Zen 2 ça sera Ryzen 2500, 2600, etc. Donc en gros les mecs ont déjà sorti Ryzen avec la première architecture Zen, mais ils bossent déjà sur la suite, etc. Je pense que ça viendra pas avant 2018, pas avant voire même 2019. J'irais peut-être 2018. Quelque part dans 2018, ils vont peut-être annoncer une nouvelle architecture ou un refresh des processeurs, etc. etc. Et potentiellement, ils viendraient corriger du coup cette connexion dont on parlait entre les modules. Ils viendraient corriger cette architecture pour du coup ne plus avoir cette interconnexion entre les modules CCX, qui du coup est celle qui à l'heure actuelle apparemment leur pose un petit peu problème. Ensuite, les nouveaux drivers pour les cartes Nvidia, donc GeForce DirectX 12 Game Driver. Donc il y a des drivers qui sont sortis il n'y a pas longtemps, donc là, en mars 2017. Et grosso modo, ils améliorent pas mal les performances sur pas mal de jeux. Donc comme vous pouvez le voir, on a les performances lors de la sortie de ces différents jeux et les performances suite à la sortie des derniers drivers. Donc on a quand même pas mal d'amélioration entre 5 et 33%. C'est quand même assez énorme hein. Pour Rise of the Tomb Raider, à la sortie, le jeu tournait à 20 FPS, là il tourne à 27 sur DirectX 12. Je pense que c'est avec des settings très élevés et puis genre limite en 4K, je pense. Ah, j'ai un truc. Voilà. Donc ils ont également fait des petits tests du côté de WCCF Tech, je crois. Donc pour voir un petit peu la différence entre les anciens drivers et les nouveaux. Donc ça tourne légèrement mieux grosso modo sur la plupart des jeux si vous installez les nouveaux drivers qui sont sortis il y a genre 3-4 jours. Voilà, j'ai juste ça à dire, hein, j'avais pas grand chose de plus à vous dire. Ensuite on va parler bien évidemment de la GeForce GTX 1080 Ti, les copains, les boys là, 1080 Ti qui a été officialisé. J'ai regardé la conférence en live, j'ai également regardé un petit peu la conférence de Vega et je peux vous dire que AMD ne maîtrise pas autant l'art de la conférence et de la hype que Nvidia. La conférence d'AMD était plutôt plate, c'était plutôt ennuyant, c'était pas fou. Le mec était un peu monotone, etc. Ils ont pas montré grand chose. Bon, ok, c'était quand même cool, mais la conférence Nvidia à côté était beaucoup plus hype. Le mec était beaucoup plus chaud et tout. Il montrait des trucs, etc. Bref, c'était quand même un niveau au-dessus. Bon, grosso modo, GTX 1080 Ti, le GP 102. Ça, grosso modo, il y a quelques différences avec la Titan X. Elle est supposée être 35% plus puissante que la GeForce GTX 1080 et plus puissante que la Titan X. Je vais vous le dire tout de suite, j'ai vu des benchmarks, vous avez vu des benchmarks, j'ai vu des reviews, vous avez certainement vu des reviews. Elle est fucking puissante. Elle est plus puissante qu'une Titan X, elle est bien plus puissante qu'une 1080, très clairement. Donc un petit tour au niveau des specs. On a 3584 Q-Core, comme la Titan X. On a 224 TMU. Donc TMU c'est déjà... tac, je sais plus pourquoi ça stand.
Donc c'est plus que la 1080. Bien plus que la 1080 et bien plus de cul d'accord que la 1080. On est sur le même chipset que la Titan X. Hein. La 1080 est sur un chipset un petit peu moins gros, qui est le GP104. Là, on est sur du GP102. Les Render Output Unit, on en a 88. La Titan X en a 96, donc un petit peu plus. Et la 1080, 64. On est à une fréquence un peu plus élevée que la Titan X. Donc c'est pour ça qu'elle est plus puissante que la Titan X, essentiellement. C'est qu'on est sur une fréquence qui est plus élevée au niveau de la carte, puisqu'on est à 1480 MHz en base clock et à 1582 en boost clock. Pareil, la fréquence de la mémoire est également plus élevée, puisqu'on est à 11 000 MHz. On a 11 Go de DDR5, avec une bande passante, une largeur de bande passante de 352 bits, et on est à 484 GB par seconde au niveau de la vitesse de la bande passante, ce qui est plus élevé que la Titan X. Alors c'est quand même énorme, et c'est ce qui permet notamment d'avoir des performances un peu plus élevées par rapport à cette Titan. Et elle coûte 700$. Elle a été annoncée à 700$. Donc ça c'est énorme. Ils ont annoncé deux trucs pour moi qui étaient énormes lors de cette conférence. C'est la baisse des prix des 1080. Donc la 1080 a baissé de 100$. Elle est passée de 599 à 499. C'est pour ça que vous avez pu voir une 1080 de chez KFA2 qui coûtait 480€. J'étais genre what the fuck, une 1080 à 480€. C'est insane. Et du coup, la 1080 Ti est venue se placer à 700$, ce qui fait 750-800€, ce qui est quand même bien moins cher que la Titan X pour plus de performance. Donc ça, c'est génial. Mais de toute façon, on le sait, hein, Nvidia fait toujours ça. Ils vendent la Titan X, des gens l'achètent parce qu'ils sont là, oh, c'est trop bien, c'est la carte la meilleure au monde, alors que niveau prix-performance, elle n'est pas du tout rentable. Et après, ils sortent la 1080 Ti, qui vient battre la Titan X pour beaucoup moins cher. Puis les gens sont là, oh j'ai acheté une Titan X, je me suis fait enculer avec de la Vaseline. Bah oui, bah écoute mec, Nvidia fait toujours ça, hein, mets-toi au courant, renseigne-toi, voilà. Bref, en attendant, on va continuer un petit peu, on va continuer à parler de ça. Parce que bon, hein, pourquoi ne pas parler des bonnes choses? Au niveau des performances, parlons des performances, comme vous pouvez le voir. Au niveau des benchmarks synthétiques, hein, bien sûr, la Titan X est légèrement au-dessus. Légèrement au-dessus. C'est genre, on parle d'une différence de 100 points sur 12 000 points. Voilà. Par contre, au niveau des jeux, là on parle de jeux en 4K, bien évidemment les copains. Donc en vert clair, nous avons la GTX 1080 Ti. Et, attendez, que je comprenne un petit peu, parce que bon, le graphique est en russe, hein, comme vous pouvez le voir, évidemment. Donc c'est assez compliqué à comprendre. Donc, alors, Nvidia, tac, tac, tac. Ok, j'essaie de comprendre un petit peu. Donc là, c'est pas ça que je voulais faire. Donc là, on a les performances de la 1080 Ti. Donc elle est pas comparée à quoi que ce soit, mais c'est juste que là, elle a été overclockée. En vert clair, elle a été overclockée, et en vert foncé, c'est le truc de base. Comme vous pouvez le voir en 4K, c'est clairement la carte pour la 1080 était déjà pour moi la carte pour la 4K. C'est déjà une carte énorme pour jouer en 4K 60 FPS. Mais là la 1080 Ti c'est pire, c'est genre regardez, Battlefield 1 au max en 4K, vous êtes à 75 FPS si vous overclockez un petit peu votre carte. 75 FPS. 75. Sur Doom vous êtes à 110, GTA 5 vous êtes aussi à 75, c'est insane. Genre il y a des performances de malades, de grands malades. Cette 1080 Ti c'est fou. Quand vous passez en 1440p c'est pareil, genre ça explose les scores. Quasiment 200 FPS sur Doom, tu sais. Genre what the fuck. 100 FPS sur The Division en 1440p. En 1080p cherchez pas, achetez jamais une 1080 Ti pour de la 1080p. Ah, vous êtes fous. Si vous faites ça vous êtes fous. Voilà. Bref. Si vous overclockez un petit peu la carte, ça passe au-dessus de la Titan X. Bref. Bon, de toute façon, bon là c'est des benchmarks synthétiques, hein. C'est pas le plus intéressant au monde. Mais comme vous avez pu le voir sur les différentes reviews, de toute façon, regardez, là elle est comparée, voilà. Là on a des comparaisons. Titan X, 1080 Ti. 4 FPS en plus, en max. 108 face à 111. Insane. Non, oh. Ça c'est... Non, my bad. Average FPS à chaque fois. 144 en 1080p. 111 en 1440p.
Pareil, Crysis 3, pouf, plus élevé, 2 FPS en plus, 2 FPS en plus. Paf, 1 FPS en plus. Ok, c'est 1 FPS en plus, mais c'est quand même plus puissant. Paf, pareil, Dirt Rally, plus puissant. Taille, Doom, plus puissant, presque, un tout petit peu. GTA 5, quasiment pareil. Voilà, 1080 Ti, un monstre. Voilà, hop, vous achetez direct. Puis d'ailleurs, il y a Zotac qui nous tease avec des cartes qui sont magnifiques. Zotac et KFA2 nous teasent avec des cartes qui sont magnifiques. Regardez-moi cette 1080 Ti. Est-ce qu'elle est pas Elle a l'air overkill. Vous avez une backplate avec du RGB, vous avez n'importe quoi, vous avez des lumières partout, etc. Genre, elle fait quand même plus de 30 cm. C'est quand même vachement long, hein, qu'on se le dise. Hein. C'est un beau spécimen, hein, un truc de plus de 30 cm, c'est pas offert à tout le monde. Hein. Ça coûte, c'est quand même... Voilà, hein. Après, vous l'avez, ça vous fait plaisir, hein, ça fera plaisir à votre copine également, hein, potentiellement, bref, hein, on se comprend, TMTC. Voilà. Oh, cet arc-en-ciel de l'hélicorne. Non, c'est clair que là, c'est un petit peu tape à l'œil, mais je pense que c'est juste qu'ils ont allumé toutes les lumières, mais grosso modo, ils vous font des cartes qui sont, c'est du haut de gamme. Bref, en attendant, on va repartir un petit peu, et on parle pas de ma bite. Oh mon dieu, ah bah c'était fin, ah bah quelle blague, ah bah bravo, hein, bravo, ça parle de cul. Bref, on va repartir sur la 1080. On a parlé de la 1080 Ti, on va parler de la 1080. Comme vous le savez, je l'ai dit, la 1080 a perdu 100 $. Donc grosso modo, il y a eu des prix qui étaient inférieurs à 500 €. Et apparemment, en fait, c'est que Nvidia essaye de liquider ses stocks de 1080 à l'heure actuelle pour sortir une nouvelle 1080. Ça sera, grosso modo, ils vont pas faire d'annonce là-dessus, mais je pense qu'ils vont sortir une nouvelle 1080 avec de la mémoire qui sera un petit peu plus rapide. Grosso modo, elle va bénéficier d'une nouvelle GDDR5X, donc à 11 gigabits par seconde. Grosso modo, à l'heure actuelle, elle était à 10 gigabits par seconde et elle tournait à 1250 MHz au niveau de la VRAM. Ils vont faire une petite mise à jour, c'est-à-dire qu'ils vont certainement ressortir une batch de 1080 qui sera un peu plus chère que celle qu'on trouve à l'heure actuelle et qui seront avec une nouvelle VRAM, donc avec une nouvelle mémoire vive, une nouvelle GDDR5X qui tournera à 1375 MHz et à 11 GB par seconde au niveau de la bande passante. Et ils vont également faire la même chose pour la GTX 1060. Donc qui va elle aussi être équipée de GDDR5, pas X cette fois-ci, GDDR5, qui va tourner à 2250 MHz et à 9 GB par seconde contre 2000 MHz à l'heure actuelle et 8 GB par seconde à l'heure actuelle. Donc voilà, donc il y a des petites mises à jour des cartes qui vont sortir, 1060 et 1080. Voilà. C'est un petit peu tout pour moi. Ensuite, on va revenir sur AMD et on va revenir sur Vega, RX. RX Vega. Donc après avoir sorti RX 480, etc. Donc les nouvelles cartes graphiques de chez AMD, labellées Vega. Donc apparemment, ils ont été aperçus sur des benchmarks. Et il y a les spécifications qui ont été confirmées avec 4096 stream processeurs, 8 Go de HBM et avec une largeur de bande passante au niveau de la mémoire de 2048 bits. Donc il faut savoir que la 1080 Ti à l'heure actuelle, sa largeur de bande passante, c'est 484 bytes je crois. Là on est sur du 2048 parce que c'est de la HBM. Et apparemment, la puissance de calcul brut serait à 9,8 teraflops. La Titan X Pascal est à 11 teraflops, la 1080 est à 9 teraflops et la 1080 Ti est à 11,5 teraflops. Voilà. Donc, c'est ces trucs-là qui ont été aperçus apparemment sur des benchmarks qui ont été faits par un autre truc et qui aurait leaké un petit peu les spécifications de la nouvelle carte de chez AMD. Et il y aura un TDP aux alentours des 225 watts. Donc, pas grand chose à dire de plus là-dessus. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations. L'article donne quand même pas mal de détails. Je pourrais peut-être vous le linker. Je vais le linker forcément pour que vous puissiez le lire. Mais
C'est juste qu'on commence à avoir un peu des infos sur les spécifications de Vega, donc il y en a plus qui devraient arriver très très prochainement, et ça va commencer à devenir très très intéressant de voir de quoi sont capables ces nouvelles cartes et ces nouvelles architectures graphiques de chez AMD. Ensuite, une petite news juste pour dire aux gens qu'il y a des brackets pour AM4, donc pour les nouveaux sockets de chez AMD, donc les sockets AM4, qui sont disponibles chez NZXT et chez Fractal Design. Donc d'ailleurs, le mec de chez NZXT, mon contact chez NZXT, m'a envoyé un petit lien pour me dire que si vous vouliez avoir des brackets pour les nouveaux chipsets AM4 et les nouveaux processeurs AM4 et que vous aviez déjà acheté un water cooling de chez eux, vous pouviez demander gratuitement les nouveaux brackets pour pouvoir installer votre water cooling sur votre nouvelle carte mère avec le nouveau processeur Ryzen. Donc ça concerne les water cooling X31, X41, X61, X42, X52, X62, donc grosso modo tous les water cooling de chez NZXT. Et chez Fractal Design, ça concerne les Kelvin S36, S24 et T12. Donc vous pouvez demander gratuitement à NZXT ou à Fractal Design, donc je crois que c'est via leur site internet que ça se fait, une paire de brackets pour installer votre water cooling sur les nouvelles cartes mères pour processeurs AMD. Et c'est à peu près la même chose, c'est la même chose chez Cooler Master. Cooler Master fait exactement la même chose. Vous pouvez demander des brackets gratuitement pour certains de leur air cooling, donc de leur ventirad et de leur water cooling. Je sais qu'ils le font pour le 212 Evo, donc le Cooler Master 212 Evo. Je sais qu'ils le font pour les Master Liquid Pro, etc. Donc vous pouvez directement aller voir sur le site de Cooler Master, je crois que c'est listé dessus. Ensuite, on va parler vite fait d'une grosse et énorme blague qui s'appelle Razer, qui a lancé une monnaie virtuelle avec un système de récompense. Et j'ai vu la vidéo, j'étais genre... Mais c'est quoi cette merde que fait Razer? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Les mecs, ils ont lancé un truc qui s'appelle Z Gold et Z Silver. Alors Z Gold, qu'est-ce que ça fait? Grosso modo, tu achètes des Z Gold avec de l'argent réel. Donc en gros, 100 Z Gold, ça fait 1 dollar. Donc tu mets 1 dollar et tu as 100 Z Gold. Et ensuite, ton Z Gold peut te servir à faire des transactions in-game sur certains jeux qui sont partenaires. Et ça te permet de faciliter les transactions selon eux, etc. Donc tout ça, c'est dans un Z Vault, voilà, qui est un portefeuille digital sécurisé pour les joueurs et qui va permettre du coup de dépenser votre argent virtuel, ces Z Gold, et d'obtenir également des récompenses qui sont les Z Silver. Voilà. Donc la monnaie Z Silver, c'est vous gagnez de la monnaie Z Silver en faisant des achats grâce aux Z Gold et en utilisant également les logiciels Razer. Donc c'est accessible à toute personne qui possède des identifiants Razer. Voilà. Et franchement, je comprends pas l'intérêt de faire ça. Je comprends pas. Donc je sais qu'il y a Smite, qui s'est lié à ça. Paladin, il y a Crossfire, Lost Saga, il y en a d'autres également qui utilisent la monnaie Z Gold. Donc vous pouvez utiliser la monnaie de Razer in-game pour faire des transactions et puis du coup débloquer des récompenses et débloquer des trucs Z Silver. Il y a également Tryon World qui va faire ça. Enfin bref, je comprends pas l'intérêt. Je comprends pas. Genre les mecs, pourquoi vous faites ça? Genre d'ailleurs la vidéo d'annonce sur YouTube qui a été faite par Razer, genre je crois que ça a été disliké mais genre à plus de 80%. Genre c'est vraiment la bite en bois quoi. Non mais voilà, c'est exactement ça quoi. C'est genre n'importe quoi. J'ai pas trop d'infos. Moi, je trouve que ça sert à rien. Je trouve que c'est inutile de rajouter des monnaies d'échange comme ça, des monnaies virtuelles. Ok, ils essayent de rajouter un système de récompense avec le Z Silver, c'est-à-dire que le Z Silver, quand tu as de plus en plus de Z Silver, tu vas pouvoir obtenir des réductions sur la boutique Razer. Tu vas pouvoir avoir des... Enfin, je sais pas exactement ce que tu pourras avoir avec les Z Silver, mais ils essaient de mettre en place un système de récompense pour que les gens adhèrent à leur système. Mais je trouve ça complètement stupide. Et le NZXT H440 est effectivement un bon boîtier, oui. Voilà, Razer, Z Vault, de la grosse merde pour l'instant. Je sais pas à quoi ça sert. Enfin, pour l'instant, moi, je ne vois pas l'utilité. Je vais pas dire que c'est la grosse merde, mais je ne vois pas l'utilité et j'ai du mal à comprendre pourquoi Razer a fait ça. Ensuite, on a une nouvelle news concernant Twitch. Twitch qui va avoir sa propre application de bureau.
Et en fait, là, vous allez dire, what, Twitch fait une application de bureau, et en fait, calmez-vous les animaux. En fait, c'est juste Twitch en fait, c'est juste Curse, donc l'application Curse, qui a été rachetée par Twitch. Je sais pas si vous le savez, mais Curse, la boîte Curse, a été rachetée par Twitch il y a un petit bout de temps quand même. Donc c'était genre, je sais pas, je pense que c'était il y a 7-8 mois, peut-être un an, Curse a été racheté par Twitch. Et du coup, Twitch a décidé maintenant en fait de refaire un peu toute l'interface de Curse et de labeller l'application Twitch. En gros, ils changent, enfin, je sais pas s'ils vont changer le nom de l'application, etc. Mais grosso modo, ils refont un peu toute l'application et ça devient l'application de bureau pour Twitch. Curse, c'était une application de serveur vocal. Grosso modo, c'était une application qui te permettait de créer des serveurs, de créer des commus et de faire du vocal. Curse, c'est un peu comme Discord. Sauf que depuis que ça a été racheté par Twitch, Curse a un peu changé parce qu'ils ont mis en place pas mal de fonctionnalités pour les streamers. Beaucoup de fonctionnalités pour les streamers. Tu pouvais linker ton compte Twitch à ton compte Curse pour faire des giveaways quand tu étais streamer, etc. Enfin, tu pouvais faire plein de trucs avec Curse. Puis là, du coup, ils le poussent encore plus loin parce qu'ils transforment carrément toute l'application pour la rendre vraiment comme Twitch. Ouais, ça va être vraiment une application Twitch pour bureau et qui va aussi permettre de faire du vocal avec ses amis, etc. Donc voilà. Donc là, la nouvelle application, le refresh de cette application sera disponible en open beta à partir du 16 mars. Et les utilisateurs de Curse pourront upgrader leur version vers cette nouvelle version bêta, etc. Genre c'est TS mais en un peu plus développé, c'est-à-dire que TS reste assez basique, c'est-à-dire que TS tu vas juste pouvoir créer ton channel, etc. Enfin, Curse c'est vraiment, je pense c'est un petit peu plus poussé. Curse c'est plus... faudrait que t'essayes, c'est vraiment, je l'utilise pas assez pour pouvoir m'avancer là-dessus et m'avancer en parlant de toutes les fonctionnalités de Curse par rapport à TeamSpeak, mais pour moi TeamSpeak c'est plus standard, tu vois, genre un TeamSpeak va être plus facile à mettre en place qu'un serveur Curse, etc. Mais un Curse va par exemple pouvoir accepter plus de monde, etc. Enfin voilà. Ensuite, on a une autre news qui est vraiment très 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 intéressante. Là, accrochez-vous bien les copains, parce que là ça déconne pas. Donc, une équipe de scientifiques ont développé, disent avoir développé le stockage de données, la technique de stockage de données la plus efficace à l'heure actuelle avec une méthode d'encodage dans les séquences ADN. Voilà. Et qu'ils approchent le nombre d'informations maximales qu'ils peuvent stocker dans un nucléotide, c'est un nucléon. Grosso modo, ils ont utilisé un algorithme qui s'appelle DNA Fontaine. Donc ça s'appelle fontaine ADN, grosso modo la traduction. Et ils ont réussi à faire rentrer 6 fichiers dans un simple spec. Je vais chercher la traduction de ça parce que je suis vraiment pas sûr de cette traduction. Je vais pas vous raconter de la grosse merde. Bougez pas, je vais juste chercher la traduction de ça. Alors, bougez pas. Alors, tac. Je cherche un peu. Ouais, voilà, c'est bon. Donc ils ont réussi à faire rentrer 6 fichiers dans un simple bout d'ADN, grosso modo. Ils ont mis un film, un OS entier, donc un système d'exploitation, et aussi une Amazon gift card. Bon voilà, grosso modo. Ils ont essayé de mettre des trucs dans une séquence d'ADN. Et en gros, ils disent que cette même technique qu'ils ont utilisée pourrait être utilisée pour compresser efficacement toutes les données mondiales et que ça tienne dans une seule pièce. Parce que vous le savez, à l'heure actuelle, si vous prenez toutes les données mondiales qui traînent sur Internet, bah ça tient ça demande des dizaines et des dizaines de mètres carrés de serveurs, etc. Et que là, ça pourrait rentrer dans une seule pièce. Alors, on me demande si le bout d'ADN, il est long. Le problème, c'est ma traduction de spec. Spec of DNA.
c'est que je ne sais pas exactement ce que veut dire spec. C'est que j'ai cherché sur internet, ça m'a renvoyé à grain, moucheture ou point, et ils disent point. Et je doute que ce soit juste un point d'ADN, parce qu'un point d'ADN ça n'a pas de sens. Donc je pense que c'est genre un tout petit bout d'ADN. Donc en gros, stocker des données dans l'ADN, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est une technique qui a été mise en avant en 2012 par des chercheurs à l'université d'Harvard qui ont un peu trouvé comment compresser. Eux, ils ont compressé 53 400 livres dans un code génétique d'ADN. C'était des molécules synthétiques d'ADN, donc des molécules avec de l'ADN synthétique. Et dans le code génétique de ces trucs-là, ils ont réussi à compresser 53 400 livres. Donc ça, c'était en 2012 et c'était des chercheurs d'Harvard qui ont fait ça. Ça doit être un gène, effectivement, peut-être. Donc, ils disent que c'est un énorme gain de place, déjà, premièrement. le stockage de données dans l'ADN, c'est un énorme gain de place, mais c'est aussi un truc qui pourrait permettre de garder les données et de conserver les connaissances avec une extrême robustesse et une extrême longévité. C'est-à-dire que ça ne se dégrade pas, l'ADN. Sinon, on aurait un gros problème, c'est que notre ADN se dégraderait et puis qu'au bout de plein d'années, il serait tout pourri, on n'aurait plus d'ADN. Non, du coup, l'ADN ne se dégrade pas comme les cassettes, pas comme les CD. Même les informations sur un disque dur, ça se dégrade forcément. Même sur un SSD, je pense que si tu laisses ton SSD traîner pendant 400 ans, au bout d'un moment, tu pourras quasiment plus lire ce qu'il y a dessus. Sur une séquence d'ADN, c'est pas le cas. Les données vont toujours être là, elles vont toujours être présentes, elles vont pas être corrompues, etc., etc. Donc, depuis 2012, il y a beaucoup d'équipes de chercheurs qui ont essayé un petit peu d'optimiser les techniques, de trouver différentes méthodes de compression, etc. Et d'ailleurs, même Microsoft, l'année dernière, avait annoncé qu'ils avaient réussi à être 20 fois plus efficaces que les gars en 2012 de Harvard. Mais là, cette année, là, du coup, là, les mecs ont réussi quand même à mettre... Attends, ils ont mis combien? Alors, ils s'appellent Elrich et Dina Zielinski du New York Genome Center. Et ils disent qu'avec la technique d'encodage et de compression qu'ils ont mis en place, ils sont 100 fois plus efficaces que le standard en 2012 et qu'ils ont été capables d'enregistrer 215 pétabytes de données sur un seul gramme d'ADN. Donc 1 gramme d'ADN, 215 pétabytes de données. 215 pétabytes de données, c'est 215 000 terabytes de données. Donc c'est 215 000 terabytes. 215 000 terabytes de données, c'est 215 millions de gigabytes. Voilà. Donc sur 1 gramme d'ADN, ils ont réussi à encoder 215 pétabytes de données. Voilà. Ils donnent une petite référence. 1 pétabyte de données, ça équivaut à 13,13 années de vidéos en HD. Voilà. Voilà. Donc c'est une technique qui est encore à développer, qui est encore à améliorer, etc. Ils disent qu'ils rencontrent quelques problèmes parce que ils essayent... il est possible d'avoir certaines erreurs quand tu lis les données qui ont été écrites. Quand tu relis les données, il est possible d'avoir certaines erreurs parce que les 1 et 0 ont été traduits en bases ADN en bases nucléoïdes d'ADN qui sont A, G, C et T. Et qu'il peut y avoir des problèmes parce que tu peux avoir des nucléoïdes où tu n'as que des A. Et du coup, tu peux pas arriver à lire les données. Du coup, il faut choisir les bons nucléoïdes pour écrire les bonnes données. Et bref, apparemment, leur méthode et leur stratégie d'encodage prend ça en compte et essaie d'éviter les erreurs comme ça. Mais il y a encore pas mal de travail à faire là-dessus. Après, ils disent que c'est pas du tout à la portée de tout le monde parce que ils ont dépensé 7 000 $ juste pour synthétiser le petit bout d'ADN. Pour un petit bout d'ADN qui peut contenir 2 MO, donc seulement 2 MO. Hein. Ils ont dépensé 7 000 $ et ils ont dépensé 2 000 voire 3 000 autres dollars de plus pour le séquencer. Plus encore après tout le développement qu'il y a derrière. Voilà. Mais c'est quand même des grosses avancées scientifiques, ça. D'un point de vue informatique, c'est quand même hyper intéressant. Imaginez, vous mettez des données dans de l'ADN. C'est quand même fou. C'est génial. Genre, sur le principe, c'est génial. Tous les films X de la Terre dans 1 gramme d'ADN, ma gueule. On voit déjà à quoi vous pensez, hein. Ça fait des années de bits. Bravo.
Bon, on va continuer avec la Nintendo Switch, qui est la console qui se vend le plus rapidement de Nintendo, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Australie. Vous êtes, la Nintendo Switch est sortie, et apparemment c'est le meilleur lancement de console de Nintendo, c'est celle qui se vend le plus vite au monde, ouais, de leur histoire de Nintendo. Genre, en France, ils ont vendu 105 consoles au lancement. Donc, ce qui a complètement défoncé la Wii U, très clairement, voilà. Genre, ils en vendent tellement. Pareil, Nintendo Australia, ça a cassé les records de vente au niveau des consoles Nintendo, etc. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, c'est que Nintendo, pour l'instant, la Wii U se vend vraiment, vraiment extrêmement bien. Genre, pour l'instant, ils en sont, attendez, est-ce que j'ai un chiffre exact? Non, je crois que j'ai pas de chiffre exact. Ouais, c'est ça. Le Friday and Saturday, donc les ventes de Nintendo Switch sur le vendredi et le samedi, ont dépassé n'importe quelle autre vente de système Nintendo sur 2 jours lors de leur lancement. Et ils disent que c'est particulièrement notable, sachant que la Nintendo Switch a été lancée en mars, et pas du tout pendant des vacances ou pendant Noël. C'est-à-dire que si vous lancez une console à Noël, elle va se vendre beaucoup plus que si vous la lancez au milieu de l'année, par exemple. Et Zelda pour la Nintendo Switch, c'est le standalone le mieux vendu en titre, tu sais, genre en lancement de console. Et ça bat Super Mario pour la Nintendo 64, apparemment. Voilà, voilà. Bon, on va continuer avec Zelda Breath of the Wild. Forcément, on parle de Zelda. La map du jeu qui est comparée à celle de toutes les autres maps de Zelda est celle de Skyrim. Donc il semblerait que la map de Zelda soit gigantesque. Donc ça, voilà un peu la map d'Ocarina of Time qui est ici. Ça c'est la map de... La grande map, c'est celle... Je vais descendre un petit peu. Donc la grande map, c'est celle de Breath of the Wild. 9 km par 6,8 km. Au milieu, là, vous avez la map d'Ocarina of Time. 1 km par 1,4 km par 1,5 km. La map de Twilight Princess, 1,9 par 2,2 km. La map de Wind Waker, 1,8 par 1,8. La map de Skyrim, 6,8 par 5,4. Donc là, vous avez une carte qui est quand même, pour Breath of the Wild, qui est, on va dire, je pense, 25% plus grande, voire même 30% plus grande, voire même 40% peut-être plus grande, ouais, 30% plus grande que celle de Skyrim. Autant vous dire que la map est gigantesque. Voilà. Voilà. Bon, on continue de parler de la Switch. Le président de Nintendo parle de déjà descendre le prix de la console. Donc voilà. 299 €, c'est jugé assez élevé quand on compare la machine par rapport à ses concurrents en termes de puissance. Parce que par exemple la PS4 Slim de 500 Go, qui est à peu près une puissance équivalente, coûte 270 €. Une Xbox One S, qui est pareil à peu près une puissance équivalente à la Switch, coûte 250 €. Ok, c'est des consoles qui sont sorties... Enfin, la PS4 Slim, c'est une version revisée de la PS4, mais la PS4 de base est sortie il y a quand même plus longtemps que la Switch. Pareil, la Xbox One est sortie il y a quand même 3 ans, je crois. Donc c'est normal que la Switch coûte un peu plus cher, mais ça convient pas tout à fait avec la politique de Nintendo au niveau des prix. Et là, elle est quand même assez chère, donc c'est possible que la Switch baisse un petit peu son prix sûrement dans les semaines, voire même dans les mois à venir. Donc plutôt dans les mois à venir, je pense. Voilà, voilà. Bon. On va parler... on va continuer à parler de Breath of the Wild. Et on va parler de Breath of the Wild et de Simu Emulator, donc l'émulateur pour Wii U. Et Breath of the Wild est quasiment jouable à l'heure où on parle sur PC, presque. On est quand même, en fait, il y a un stade où Breath of the Wild n'était pas jouable sur PC, avec l'émulateur Cemu. Émulateur Cemu, donc S-E-M-U, c'est l'émulateur de Wii U.
Puissance équivalente, what the fuck. Oui, bon, et la PS4 et la Xbox One est plus puissante que la Switch, je sais, etc., etc., etc. Bon, ok. Je sais qu'elles sont plus puissantes, mais bref, passons. Passons. Bref, donc le Cemu émulateur, c'est l'émulateur de Wii U. Donc sachez que Wii U est sorti... Wii U. Zelda The Breath of the Wild est sorti sur Wii U, donc forcément, il devrait pouvoir marcher sur l'émulateur de Wii U. Bon, sauf que dans les faits, ça marche pas vraiment. Le jeu n'était absolument pas jouable. Il y a une première vidéo qui est sortie où le jeu était vraiment... en fait, c'est pas que le jeu n'était pas jouable, c'est que ça s'arrêtait au menu. Tu pouvais pas aller au-delà du menu de Breath of the Wild. Il y a une seconde vidéo qui est sortie sur Cemu 1.7.2, je crois, où là, le développeur montrait que le jeu tournait. C'est-à-dire que le jeu, il arrivait à jouer au jeu, il était dans la zone du début, il arrivait à jouer, etc. Il y avait quand même pas mal de glitch, etc. C'était pas tant jouable. C'est-à-dire que c'était pas agréable, quoi. Tu pouvais pas vraiment jouer, tu pouvais pas avoir une expérience plaisante avec ça. C'était vraiment juste pour montrer que ça pouvait marcher. Là, pour l'instant, à l'heure où on parle, on en est à la version 1.7.3, qui est pas encore sortie, qui est sortie seulement pour ceux qui donnent de l'argent pour backer les développeurs, pour soutenir les développeurs. La version 1.7.3 de l'émulateur Cemu va sortir, je crois, le 18 mars ou le 20 mars. Et il y a des premières vidéos qui sont sorties où Breath of the Wild tourne en 4K, parce que l'avantage d'un émulateur, c'est que tu peux faire tourner les jeux à beaucoup plus haute résolution. Donc si jamais vous le savez pas, vous pouvez jouer à Mario Party, vous pouvez jouer à Mario Kart 8, vous pouvez jouer à Xenoblade Chronicle en 4K avec l'émulateur de Wii U. Donc bon, ok, il faut quand même un PC qui soit assez puissant, voire très très puissant. Mais sinon, vous pouvez jouer juste au jeu de Wii U en 1080p, c'est quand même super cool sur PC. Donc là, oui, c'est ça, 1.7.3.c. Bah, C, c'est voilà. Mais il y a une petite vidéo qui sont sorties. Certains mecs qui du coup ont accès à cette version de l'émulateur parce qu'ils ont soutenu les développeurs, ont commencé à sortir des vidéos du jeu qui tournent sur PC et qui tournent plutôt pas mal. Cemu, c'est gratuit, oui, de base c'est gratuit. Donc le jeu tourne plutôt pas mal. Avec un pack graphique en 4K, ce qui fait qu'il est genre comme ça. Genre comme ça. Genre le jeu est magnifique. Donc c'est sûr, c'est pas complètement jouable, c'est déjà mieux que ce qu'il y avait avant. Ça commence à être un peu plus jouable, c'est-à-dire qu'avant ils avaient un problème de son, là ils ont rajouté les sons, etc. Il y a toujours pas mal de bugs, etc. Mais les développeurs estiment que c'est déjà des gros progrès qu'ils ont fait et que c'est possible que d'ici 2 à 3 mois, le jeu soit soit stable totalement et qu'il soit totalement jouable du début à la fin. C'est-à-dire qu'il soit vraiment genre complètement fonctionnel et complètement stable sur l'émulateur d'ici 2 à 4 mois. Mais en attendant, par exemple, ils vont continuer à faire des updates et le jeu sera, ça va s'améliorer de semaine en semaine. Et à l'heure actuelle, c'est quand même un petit peu jouable. C'est-à-dire que si tu veux essayer Breath of the Wild, ça peut être une bonne idée, tu vois. On va regarder la petite vidéo. On va la regarder ensemble. Vous allez voir comment c'est. Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Un petit peu de son. 11 minutes. Donc il dit que le jeu tourne à 30 FPS dans certaines zones, mais que c'est pas grave. Donc là on est en 4K et on est sur la version de l'émulateur Cemu 1.7.3. Oui, bon, je vais quand même passer quelques trucs. Hein. C'est voilà. Ça c'est l'intro du jeu, je suppose. Bon, forcément, vu que c'est le début du jeu, il va pas y avoir de spoil. Comme vous voyez, ça tourne plutôt mal. Hein. Parce que là, pour l'instant, c'est à 15 FPS. Ici, on est à 14 FPS sur une GTX 1070, mais vous voyez que c'est quand même pas si mal. Rendez-vous compte que là, c'est un émulateur et ça tourne sur PC. Je veux dire, c'est quand même cool. C'est quand même vraiment cool. Je sais pas s'il y a du son. Il y a du son. Je sais pas si vous pouvez entendre un petit peu. Je vais augmenter un petit peu le son. Mais il y a du son. Il y a des petits oiseaux, etc., etc. C'est quand même insane. Breath of the Wild sur PC grâce à un émulateur de Wii U. Voilà. Bon, je vous avouerai que là, je bande.
Là, j'ai une érection à contrôler. Hein. Là, je bande. Là, clairement. Bon, par contre, on a 14 FPS, mais comme vous le voyez, c'est en 4K. Hein. C'est en 4K. C'est-à-dire que là, si je fais ça, bon, ok. C'est en 1080p, mais le mec a enregistré en 4K. Donc c'est quand même... Waouh. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on va passer un petit peu la vidéo parce que je sais qu'en plus Nintendo est assez strict sur ses copyrights. Mais voilà, vous pouvez le voir, genre... Bon, ok, là vous voyez qu'il y a un petit bug, il est un petit peu dans le sol. Mais vous voyez que ça tourne quand même et que tu peux t'amuser un petit peu à jouer à Zelda Breath of the Wild sur PC, quoi. Paf, regardez, là il tape du monstre. C'est parfait. Voilà. Moi je dis GG well played. Bref. Voilà, bon on va passer à une autre news. Là on est que sur du jeu vidéo. Là on est jeu vidéo fond sur jeu vidéo. Et là on va parler d'Assassin's Creed Empire. Si vous vivez sous un rocher, vous ne savez pas ce qu'est Assassin's Creed Empire. C'est le prochain jeu Assassin's Creed. Vous êtes au courant, Assassin's Creed a décidé de faire une pause. Ils ne sont pas sortis de jeu cette année et ils sortent un jeu l'année prochaine. Ils ont décidé de faire une pause de 1 an pour un peu repartir sur de bonnes bases et arrêter de sortir une licence annuelle qui ne plaisait pas forcément et qui perdait de l'intérêt. Et du coup, ils se sont relancés et il y avait un truc qui avait leaké, c'est que le prochain Assassin's Creed serait en Égypte. Effectivement, c'est le cas. Ça se passe en Égypte. On le sait, voilà, ça a été dit, ça a été leaké, etc. Le prochain Assassin's Creed, ça s'appelle Empire et ça se passe en Égypte. Et on a une deuxième image, grosso modo. Donc, c'est sûr, Ubisoft essaye au maximum de garder le secret, hein, mais c'est difficile sur des projets qui sont énormes d'arriver à vraiment garder secret tout. Et du coup, il y a un utilisateur de Reddit qui a posté une image de ce que pourrait être le prochain Assassin's Creed. Et à mon avis, c'est ça. Voilà. Donc l'image est vraiment de très très mauvaise qualité, mais on peut voir quand même quelques petits indices. Donc sur ce bouclier que vous voyez ici, donc c'est ça l'image. Sur ce bouclier, on retrouve le sceau des assassins, quand même. Tac. Ouais, on a la tunique et les sandales, etc. La tunique et les sandales qui rappellent grosso modo quand même l'Égypte. Hein, c'est période antique et, à mon avis, égyptienne. Et au vu du bouclier et du signe sur le bouclier, ça Assassin's Creed Empire. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est une version, si c'est vraiment un leak qui peut être pris au sérieux ou si c'est genre un vieux fake tout pourri. Bon, en attendant, je pense qu'on en saura plus lors de l'E3 2017 qui va se passer fin mai, je crois, fin mai E3 2017. Et là, je pense qu'on aura des news de ce Assassin's Creed Empire. Voilà. Ensuite, alors c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Non, c'était ça. C'était Middle-earth Shadow of War. Alors, je sais pas ceux qui ont joué à Shadow of Mordor, mais c'était un jeu qui était excellent. Et la suite vient d'être annoncée sur PC, sur PS4 et Xbox One, je crois. Ça s'appelle Shadow of War, donc l'ombre de la guerre en Terre du Milieu. Il y aura environ plus de 100 compétences, il y aura plus de personnages du Seigneur des Anneaux, il y aura plus de boss issus du Seigneur des Anneaux, il y aura des armes de siège, il y aura des difficultés, des niveaux de difficulté différents, etc. Chose qu'il n'y avait pas dans le premier opus. Apparemment, il y a beaucoup de choses en plus. Il y a même une vidéo de gameplay de 16 minutes qui est sortie, qui est ici, qui détaille le nouveau système Nemesis. Le nouveau système Nemesis, c'était le système pas de combat, mais de gestion des ennemis qui avait été mis en place dans Shadow of Mordor, qui faisait que le temps passait, et quand vous, par exemple, vous faisiez tuer par un ennemi, et ben cet ennemi-là montait en grade, montait en niveau, etc. Il y avait un système en plus de hiérarchie, etc., qui faisait qu'il y avait des sous-fifres, après il y avait des commandants, des généraux, puis il y avait les grands capitaines, etc. Et n'importe quel orc, s'il vous tuait, pouvait genre augmenter de grade et passer commandant, gagner en puissance, etc. Et il y avait un système qui s'appelait le Nemesis, qui était comme ça, et qui était vraiment, vraiment très très bien. Voilà. Donc, Shadow of War va se distinguer un peu dans le sens où il y aura maintenant des forteresses qu'il faudra assiéger pour abattre le chef de la forteresse, un peu comme l'overlord de la forteresse, et ensuite gagner des fantassins qui seront prêts à mourir pour votre cause. Et une fois que la forteresse est acquise, votre héros, qui s'appelle Talion, il pourra nommer un chef pour la diriger et ensuite étendre son pouvoir sur le reste de la Terre du Milieu, etc.
Donc on va checker ensemble le trailer. Je vous assure qu'il est vraiment magnifique et splendide. Vous allez voir, on va regarder ça tout de suite. The world of men is ending. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing that could challenge Sauron, a ring of power. But power can blind those who seek it. Celebrimbor! The great deceiver has returned to Middle-earth to rebuild his armies, to rule all. Their corruption will be contained no longer. The war for Mordor begins. Ouais. Clairement, il est extrêmement bandant aussi. Et comme vous avez pu le voir à la fin, il disait que la révélation, il y aurait une révélation de gameplay le 8 mars. Et donc c'est celle-là, c'est le système Nemesis qui a été dévoilé. Donc grosso modo, vous pouvez voir un petit peu comment ça marche, etc. Je vous mettrai également le lien de cette vidéo dans la description de la VOD et tout. Mais vous avez 16 minutes de gameplay qui sont vraiment intéressantes, qui montrent un peu plus en détail comment le jeu marche. Et il a l'air d'être vraiment excellent. Je peux vous le dire, franchement, Shadow of Mordor, c'est un jeu que j'ai adoré. Et Shadow of War, j'ai hâte de l'essayer. Ça va sortir normalement en août 2017. Et clairement, je pense que je vous le recommanderai. Je pense que je vous le recommanderai fortement. Ça va être un excellent jeu. Ensuite, on va parler de Mass Effect Andromeda, qui également a lui aussi eu un magnifique trailer de lancement qui a été vraiment splendide. Il y a également ces nouvelles ces spécifications techniques qui ont été annoncées pour de la 720p et pour de la 1080p. Donc grosso modo, les spécifications minimum pour de la 720p, c'est un i5 3570, une GTX 660, 8 Go de RAM, ce qui fait vraiment mal au cul parce que c'est pour de la 720p. Et pour de la 1080p, la config recommandée, c'est un i7 4790K ou un FX 1350. Et une 1060 ou une GTX 1070 avec 16 Go de RAM. Donc c'est des configs qui sont quand même assez costauds. Après, il faut savoir que j'ai lu également quelque chose qui disait que la config recommandée permettait de faire tourner le jeu en 1080p à 60 fps avec des settings high. Donc c'est quand même une bonne config recommandée. C'est-à-dire que si vous avez ça, vous pouvez quand même. C'est pas juste une config recommandée où le jeu va tourner en moyen 30 fps en 1080p. Non, je crois que la config recommandée avec la 1060, ça tourne en 1080p 60 fps avec une qualité graphique élevée. Donc c'est quand même pas si mal, mais c'est quand même un truc qui est quand même assez costaud au niveau des recommandations. Et de la même façon, tac.
Ah ok, excusez-moi, 30 FPS. C'est exactement ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu. C'est 30 FPS en 720p, en low settings, avec ce que je viens de dire, la configuration minimum. Et en recommandé, c'est 30 FPS en 1080p en settings élevés. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Par contre, c'est pas sûr que ce soit ça parce que Nvidia a donné un aperçu des performances différents par rapport à ce qui est dit par le site de Mass Effect Andromeda. Du côté de chez Nvidia, si vous allez voir sur le site de Nvidia, eux ils vous fournissent un petit graphique avec les performances du jeu avec chaque carte. Donc vous pouvez retrouver sur la page de Nvidia, qui est ici je crois. Ouais c'est ça, sur la page GeForce Andromeda, vous avez ce petit graphique là, que vous pouvez pas très bien voir, mais je vais essayer de faire ça. Oh, vous le voyez pas mieux, bon bref, on le voit bien quand il était là-dessus. Là on le voit plutôt pas mal. Qui dit qu'avec une 1060, ça tourne à 60 fps en high settings. Pas 30 fps comme eux le disent ici. Qu'avec une 1060, ça tourne à 60 fps. Qu'avec une 760, c'est pas très fou. Qu'avec une 770, on rapproche des 30 fps. Qu'avec une 780, on est à 45 fps. Qu'avec une 1070, on est à 70, 80. Et puis qu'avec une 1080, on est à 100 fps. Voilà, voilà, voilà. L'ombre de la guerre, exactement, c'est ça. Donc, Mass Effect, le trailer, on va voir ça aussi ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis sûr que vous êtes prêts. I know. Peggy 16. We dream of exploring the unknown, discovering what lies beyond. The entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up. Now more than ever, we need a Pathfinder. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got to see it, prove it, so maybe I'm lying. No way this is home. That's why I'm here, exploring the unknown. Who are these guys? Visitors just like us. Get her on the shuttle now! Nice work, kid. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Now you are a part of the first wave of arcs arriving in Andromeda, our new home for humanity. Et voilà, voilà, un autre trailer, excellent trailer. Oui, effectivement, on va y avoir certainement des copyrights là-dessus. Qui a l'air aussi excellent pour Mass Effect Andromeda. Vraiment, vraiment. Kill them all. Boom. Donc voilà, ça clôture un petit peu notre Tech Talk qui était super long. Ça a duré 1h28, mon dieu. J'en fais pas pendant 2 semaines et puis pouf, 1h28 de Tech Talk. Bon allez les amis, j'espère que ça vous aura plu. C'était tout ce que j'avais pour cette semaine. Vous retrouverez la VOD ce dimanche du coup sur YouTube. Likez si vous avez liké, dislikez si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Puis comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.